Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle session du niveau apnéiste. Ce soir, nous allons voir apnéiste session 3, le Robert, apnéiste sans palme. c'est Joss, il demande si ça va. Hop là, apnéiste indoor, apnéiste outdoor. Tout va bien? Apnéiste tout court, apnéiste indoor en piscine, apnéiste au libre, apnéiste en milieu naturel, apnéiste outdoor. Merci à vous de revenir pour cette session numéro 3. Session numéro 3 sur 6. Simplement, je vous rappelle, 6 points ce soir, approximativement 6 minutes par point. On va essayer de tourner un petit peu mieux que la fois dernière et essayer de respecter les 36 à 40 minutes. Évidemment, après la présentation, il y aura un échange, mais cet échange ne sera pas enregistré. Voilà, alors toujours Bertrand Bonnet, toujours MEF1, et je vous rappelle simplement qu'on est à la 3e session de la formation globale apnéiste, qui est un tronc commun pour les apnéistes indoor et pour les apnéistes outdoor. Cette formation est une formation FFESSM et son contenu est éligible au passage du niveau apnéiste. Voilà, alors ce soir, session 3. Et sans les palmes, si on oubliait les palmes pour se glisser dans l'eau. Alors à chaque fois, vous l'avez compris, c'est une thématique qui me permet de vous proposer un contenu qui varie. Et ce soir, dans le contenu, premier point, la commission apnée, suivi de l'apnée dynamique sans palme, on va en parler. La sécurité en apnée dynamique sans palme, on va parler sécurité, bien sûr. Après, on va aborder un petit peu de physique et de physiologie avec l'air et l'oreille. Ça va nous faire dériver vers les barotraumatismes. Et puis enfin, un petit peu de matériel, et ça vous commencez à en prendre l'habitude. Le dernier chapitre, le 6e chapitre, est bien souvent du matériel, avec ce soir un zoom spécifique sur les masques. Voilà, alors on va commencer par la commission apnée de la FFESSM. Le passage du niveau apnéiste vous demande de connaître un petit peu les arcanes. On appartient, en tant qu'apnéiste de la FFESSM, on appartient à cette fédération, la FFESSM, et au milieu de cette fédération, il y a une commission qui s'appelle la commission apnée. C'est ce que je vous invite à découvrir. La FFESSM est composée de 15 commissions, en fait. On aura l'occasion de revenir un peu plus en détail sur ces différentes commissions, mais l'apnée est une des 15 commissions donc, de cette fédération française d'études et de sports sous-marins. La commission apnée fédère 24 000 apnéistes en France. Elle va leur proposer de pratiquer leur discipline favorite, l'apnée, en loisir, que ce soit en structure artificielle, les fameux apnéistes indoor, ou en milieu naturel, les apnéistes outdoor. On va pouvoir le faire en loisir, on va pouvoir également le faire en compétition. Des compétitions existent en piscine, c'est même, on va dire, les principales compétitions organisées par la FFESSM. Et par contre, les compétitions en profondeur se passent en milieu naturel. À ma connaissance, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais à ma connaissance, il n'y a pas de compétition en milieu artificiel. Cette commission propose aussi à ses membres de se former, soit vers des niveaux d'autonomie, donc c'est les fameux passages de brevet apnéiste, apnéiste confirmé, apnéiste expert, que ce soit indoor ou outdoor. Elle va aussi permettre et proposer de se former à l'encadrement. Et enfin, elle va aussi permettre de se former au secourisme. Alors, le secourisme, c'est une formation spécifique qui va s'appeler le RIFA-A. Voilà, tout simplement. On aura l'occasion d'y revenir, on aura l'occasion d'en reparler, et on aura l'occasion, pour ceux qui ont envie, de réviser ou d'apprendre les gestes en session, mais ça, ce sera quand on sera déconfiné. La Commission nationale apnée, elle est aussi surnommée CNA. Elle poursuit différentes missions. La première desquelles, communiquer. Alors pour communiquer, la Commission nationale s'appuie sur le site FFESSM Commission apnée. C'est assez simple à trouver, vous tapez FFESSM apnée et vous allez arriver sur leur site. Ce site va réunir différentes informations, notamment des compétitions et un calendrier de compétition, tout ce qui concerne la formation, tous les textes légaux, législatifs, voilà, et puis d'autres choses, parfois des nouvelles, parfois un petit peu de publicité sur les événements qui ont lieu au sein de la communauté apnée.
C'est Olivia Fricker, la présidente adjointe. Alors c'est vrai, je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, le président, il s'appelle Thierry Bertrand. La présidente adjointe, c'est Olivia Fricker. Alors il y a quelques années, Olivia Fricker était la présidente et Thierry Bertrand était le président adjoint. Si Olivia Fricker est mise là, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui est titulaire de la communication au sein de notre commission. On l'a dit tout à l'heure, il y a un gros volet au niveau de l'apnée qui est enseigner l'apnée. Alors vous le savez, et vous savez que c'est mon dada. Enseigner. Enseigner quoi? Enseigner à qui? Enseigner l'apnée dans des formations, donc enseigner aux apnéistes, les former au brevet, les former soit à des formes très brevetées, protocolaires, j'allais dire, mais les emmener vers du passage de brevet ou tout simplement les former à la pratique de l'apnée en piscine. On n'est pas obligé de poursuivre un niveau pour se dire qu'on est en train de se former. Former les cadres également. Il y a certaines personnes qui sont présentes ce soir qui ont pu suivre cette aventure-là. On peut se former, on peut devenir cadre donc encadrant, et passer donc soit un guide de randonnée subaquatique par exemple, ou soit un initiateur, ou soit plus tard un monitorat, que ce soit du niveau 1 ou 2. Voilà. C'est Marc Salacroupe qui est responsable de la formation et c'est Daniel Gérard qui l'aide sur ce chemin-là. Évidemment, l'apnée, c'est également, et je veux dire pour certains, surtout pratiquer la compétition. Donc, développer et organiser des compétitions, ça fait partie de ce que la fédération propose. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a toute une équipe avec Benoît Martin, Éric Conron, Florine Martin, Laetitia Mignet et Mathieu Grenier qui vont permettre non seulement d'organiser les compétitions, mais également de former des juges, de former des instructeurs, et puis d'organiser en fait tout cet aspect compétition. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dedans. Il y a des niveaux de compétition, il y a des niveaux de compétiteurs. Il y a des choses assez précises quant à l'organisation pour que toutes les compétitions se passent de la même manière et qu'elles permettent de mettre les apnéistes sur un pied d'égalité. Il y a également des gens au sein de la commission qui sont là pour animer l'équipe de France d'apnée. Alors oui, l'apnée est une discipline sportive en plein essor, et la France est représentée par l'équipe de France apnée. L'équipe de France est gérée par la FFESSM et donc par la Commission nationale apnée. Cette équipe de France est fédérée autour de Christian Vogler, qui est l'entraîneur des équipes de France, autour également de Benjamin Emerio, qui lui va gérer les contacts avec le milieu scolaire, à savoir l'UNSS et l'apnée des jeunes, et enfin avec Arnaud Ponche, qui lui va permettre d'articuler la avec l'ACMAS. L'ACMAS, c'est la Confédération mondiale des activités subaquatiques. Ils sont donnés pour mission d'encadrer l'équipe de France, donc de la former, de la préparer, mais également de former les entraîneurs, qui eux vont s'occuper des athlètes quand ils ne seront pas fédérés au sein de stages nationaux. Enfin, et c'est le dernier volet de cette commission, c'est que il y a également un volet qui est celui de promouvoir l'activité. Promouvoir l'activité, tout simplement sans de la communication, mais ça c'était le rôle, on l'a vu tout à l'heure, un peu plus d'Olivia Fricker, mais également de faire évoluer cette activité, évoluer en échangeant avec différentes commissions, dont la commission nationale médicale. L'apnée, c'est un sport qui continue d'être étudié, et il a des contraintes qui évoluent. Alors, les contraintes n'évoluent quasiment plus, mais en tout cas, la connaissance de ces contraintes évolue, et ça fait que les règlements qui sont spécifiques à la commission médicale évoluent également. Voilà. Voilà pour ce point particulier sur la commission. Je demande à personne de tout connaître par cœur, évidemment, c'est surtout une présentation pour vous dire à quoi cette commission sert. Et maintenant, ça nous amène vers l'apnée dynamique sans palme. L'apnée dynamique sans palme a un nom particulier, le DNF. Le DNF, c'est quoi? C'est tiré de l'anglais, ça signifie Dynamic No Fins. Dynamique, donc une apnée dynamique, no fins, mais pas de palme. Fin étant la palme, fins au pluriel les palmes, no fin, négation de les palmes. Donc apnée dynamique sans palme. C'est de l'apnée sportive, vous vous rappelez, c'est la définition de l'apnée, on la connaît maintenant. L'apnée sportive, c'est l'arrêt volontaire de la ventilation. Et pour prouver à tout le monde qu'on fait de l'apnée, on le fait sous l'eau. On ne triche pas. C'est de l'apnée dynamique, par opposition à l'apnée statique. L'apnée dynamique est une apnée en mouvement. Donc on va essayer de réaliser de la plus longue distance en nageant,
soit dans une piscine, soit dans un milieu naturel. Et enfin, une dernière des définitions, on le fait sans palme. La propulsion va se faire uniquement à l'aide des bras et des jambes, sans matériel de propulsion, artificiel, de quelque nature qu'il soit. Donc sans palme, mais également sans palme de main. Il y a des fameux gants qui permettent de se propulser plus efficacement, on n'y a pas le droit non plus. Et évidemment, on va oublier tous les moyens de propulsion artificielle. La plus longue distance derrière un scooter des mers, c'est pas de l'apnée dynamique DNF, même si on n'utilise pas de palme. Alors, si on veut faire de l'apnée dynamique sans palme, on va pouvoir essayer de se renseigner sur la nage qui nous conviendrait le mieux. Les nages les plus communes, les nages les plus connues, sont les 4 nages qui sont pratiquées en compétition à la FFN, pardon, la Fédération Française de Natation. Le crawl, le dos crawlé, le papillon et la brasse. Si on regarde un petit peu dans toutes ces nages-là, lesquelles on pourrait pratiquer en apnée. Le crawl, on peut le pratiquer en apnée en laissant la tête dans l'eau. Mais comme on est en surface, on peut toujours se dire que les gens sont en train de tricher. On va pas la retenir. Pratiquer le crawl sous l'eau, proche du fond, ça va pas être super pratique parce que le mouvement de retour du bras va contrarier la nage. Donc c'est pas une nage qu'on va retenir pour la pratiquer sous l'eau, en apnée. Le dos crawlé, même cause, mêmes effets. Elle va pas être facile à reproduire sous l'eau. En tout cas, elle ne sera pas efficace. La nage papillon, qui est très jolie, c'est une propulsion par onde, beaucoup plus. Alors c'est vrai que les bras vont avoir un sacré mouvement en l'air qui va également nous empêcher de la reproduire en profondeur. Donc on ne va pas la retenir non plus. Par contre, ces 2 nages, elles sont très intéressantes parce que vous le voyez, si on oublie de remuer les bras, elles nous amènent à l'évolution en bipalme et elles nous amènent également à l'évolution en monopalme. Et ces 2 nages-là, finalement, on en prend toutes les 2 une partie et c'est ce qui va nous donner l'apnée dynamique avec les bipalmes ou avec la monopalme. Le crawl dérivant vers les bipalmes et le papillon, par son ondulation, va dériver vers la monopalme. Donc, pour faire du dynamique no-fin, du DNF sous l'eau, en apnée, on va se consacrer à la brasse. C'est une nage qui va être reproductible assez facilement, sans grande modification. On verra que ce n'est pas tout à fait la même, on le verra juste après. Mais voilà, la propulsion, elle va être efficace aussi bien au niveau des bras que des jambes. Maintenant, elle a un inconvénient majeur, c'est sa complexité technique, ce dont je vais vous parler tout de suite. Alors oui, pour revenir, un petit clin d'œil en haut, c'est pas non plus la nage indienne. Comme vous nagez bien, chef. La brasse est une nage qui est technique. Je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas exactement la même que la nage pratiquée en compétition en natation. Pourquoi? Parce qu'on va la syncoper. On va faire en sorte de profiter le plus possible de l'inertie des mouvements. Donc on va pratiquer un mouvement de bras, et une fois qu'on aura pratiqué le mouvement de bras, on va laisser le corps glisser dans l'eau, tout en armant les bras, avant de armer les jambes et se propulser par les jambes. Et encore une fois, à la fin de ce mouvement de jambes, on va profiter de l'inertie du mouvement. Et on va répéter comme ça à l'envie, tant que l'apnée nous permettra, et tant qu'on ne croise pas de mur. On va répéter comme ça ce cycle que je vous ai détaillé par un séquençage. Évidemment, lorsqu'on rencontre le mur, on profite, on fait un demi-tour, et on va se donner une impulsion sur le mur. Donc, l'apnée dynamique no-fin est une nage où on va vraiment profiter de l'inertie. Et en ce sens-là, elle est très technique. C'est une nage qui va avoir une énorme importance pour le lestage. Alors, je vous l'ai remis, même cause, mêmes effets. Naturellement, le corps flotte. C'est exactement la même chose qu'en dynamique. Le corps flotte naturellement. En face, le corps flotte. Parce qu'on respire, parce qu'on a de l'air dans les poumons, et plus on met d'air dans les poumons, plus on va tenir en apnée, donc plus on aura tendance à flotter. Si on flotte sans lest, notre nage va être penchée, comme celle de l'apnéiste que vous voyez. On aura tendance à vouloir aller tout droit, mais également à lutter contre cet effet bouchon, la poussée d'Archimède. Donc le nageur va devoir faire un effort pour avancer, mais également un effort pour se diriger vers le fond. Donc globalement, cet apnéiste-là va faire plus d'efforts et tenir donc moins longtemps qu'un apnéiste qui va être lesté. Ben oui, un apnéiste lesté va devoir uniquement produire un effort pour avancer horizontalement. Donc il va faire moins d'efforts, il va faire une apnée plus longue,
en distance, tout simplement. Et en plus, voilà, je vous l'ai mis sur la photo, un apnéiste en combinaison va être plus au chaud, donc va également faire une apnée plus longue dans le sens où son corps n'aura pas à lutter contre une hypothermie. Pour mémoire, le lest ne sert pas à couler. Le lest sert uniquement à s'équilibrer. Un bon moyen de le savoir, si vous flottez, il n'y a pas assez de lest. Si par contre vous nagez en tapant les genoux au sol, c'est que vous êtes trop lesté. Vraiment, il faut trouver un équilibrage. Le dynamique no fin, l'apnée dynamique sans palme, se pratique bien évidemment en compétition. C'est une des deux grandes épreuves, hein. Le premier étant le dynamique avec palme, le deuxième dynamique, c'est le dynamique sans palme. Alors c'est vrai qu'après, le dynamique avec palme peut se séparer en deux, avec d'une part les compétitions bipalme et d'autre part les compétitions monopalme. Le DNF, par contre, est une épreuve unique, dynamique no fin sans palme. La manière de le pratiquer, elle est toujours à peu près la même. Il y a une annonce du compétiteur. Cette annonce est enregistrée, elle est notée. Elle va déterminer l'ordre de passage de l'apnéiste. Si l'apnéiste déclare vouloir faire une petite distance, il va passer dans les premiers. S'il déclare par contre vouloir faire une très longue distance, il va passer dans les derniers de la compétition. Évidemment, les derniers à passer profitent de la connaissance des scores réalisés par les premiers à être passés. Donc ils ont un avantage. Ça conduit à une règle, si jamais l'annonce faite par l'apnéiste n'est pas réalisée, l'apnéiste se voit sanctionné d'une somme de points qui sont retranchés au score qu'il aura fait par sa distance. Après cette annonce, le compétiteur va entrer en zone de préparation. Et cette préparation va l'amener à faire une performance. C'est là, à proprement parler, qu'il réalise son apnée dynamique sans palme. Cette apnée dynamique sans palme sera supervisée par un apnéiste de sécurité et aura lieu dans un bassin de 25 mètres ou de 50 mètres. Enfin, au bout de l'apnée, il y aura un protocole. Si l'apnéiste réussit à faire son protocole, sans intervention de l'apnéiste de sécurité, sans note des juges, son apnée va être validée et la distance réalisée va donner lieu à un certain nombre de points. Si par contre l'apnéiste ne réalise pas son protocole ou si son état requiert l'intervention d'un apnéiste de sécurité, sa performance est invalidée. À noter, et je vous l'ai écrit, que cette compétition peut se dérouler en bassin de 25 mètres ou de 50 mètres. Alors aujourd'hui, les records sont réalisés en bassin de 50 mètres. Mais pour autant, les apnéistes, et c'est le propre du DNF, les apnéistes qui pratiquent sans palme vont préférer les bassins de 25 mètres, tout simplement parce que les demi-tours permettent de donner une impulsion. C'est le kick-off des apnéistes anglais, en tout cas c'est comme ça que ça va s'appeler, un demi-tour puis un kick, un démarrage, qui va permettre de donner une bonne impulsion et qui va permettre d'éviter, je vous l'ai dit tout à l'heure, la brasse est une nage syncopée, donc elle va permettre de minimiser le nombre de mouvements réalisés pour une distance équivalente. Voilà. Donc les records en dynamique no fin, en ce qui concerne la FFESSM, côté femmes, c'est Frédéric Cordier aujourd'hui qui en est titulaire avec 166 mètres 52. Elle a réalisé ça en 2019 au championnat d'Europe à Istanbul. Et puis côté homme, c'est Guillaume Bourdila qui a réalisé 236 mètres. Pareil à Istanbul en 2019. Et vous le voyez également que ces 236 mètres réalisés à cette occasion, cette circonstance, sont le record du monde. Alors évidemment, on réalise comme ça de la compétition, il va falloir de la sécurité autour. La sécurité en apnée dynamique sans palme, c'est les vues sur lesquelles je vous emmène maintenant. Alors simplement, un petit rappel, un bref rappel, qui est valable d'ailleurs quel que soit le type d'apnée pratiqué. Un performeur en apnée peut faire face à des risques. Des risques d'origine chimique, la PCM, la syncope, ou des accidents que moi je qualifie de mécaniques, à savoir se prendre un mur, se prendre une palme, en tout cas voilà, se prendre un choc. Dans les deux cas, si l'apnéiste, j'allais dire si l'accidenté est inconscient, il va finir par respirer. Soit sa reprise antiradiatoire aura lieu à l'air, soit sous l'eau. Évidemment, cette reprise ventilatoire vaut mieux qu'elle ait lieu à l'air. Les suites de l'incident seront beaucoup plus favorables que si la reprise ventilatoire a eu lieu sous l'eau. Dans le DNF, il n'y a pas de risque particulier lié à la pratique sans palme. Ce sera exactement le même type de risque qu'on aura
que dans une apnée dynamique. Donc, un apnéiste de sécurité qui va faire attention aux mêmes choses. Il va vraiment falloir être attentif aux demi-tours qui vont être source de choc, et ce sera là les accidents mécaniques majeurs qu'on aura. Un crâne qui tape contre un mur ou contre un rebord de mur qui serait rabattu. Pour ceux qui connaissent un peu la piscine Paul Haussmann, vont comprendre de quoi je parle. Évidemment, le fait que la reprise ventilatoire ait lieu à l'air ou sous l'eau sera le fait de la rapidité, de l'efficacité de l'intervention du binôme ou de l'apnéiste de sécurité. Ce fameux binôme, quelle que soit la discipline, va être important. On pourra l'appeler binôme, on va pouvoir l'appeler apnéiste de sécu, on va pouvoir l'appeler camarade, sécu tout court, vous l'appelez comme vous voulez, mais il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit présent, il faut qu'il soit prêt à intervenir. Vous le voyez sur la photo, un nouveau type d'apnée qu'on n'a pas encore décodé, qui est l'apnée en profondeur. L'apnéiste évolue le long d'un bout, mais en surface, ben non, c'est pas un apnéiste qui attend son tour, c'est bien quelqu'un qui est en train de regarder. Alors, évidemment, c'est ce que je vous mets aussi avec un petit clin d'œil. Vous pensez qu'il y a 2 apnéistes sur la photo? Non, il y en a 3. Il y a quelqu'un qui prend une photo. Donc, le binôme, en fait, là, est un trinôme. L'apnéiste de sécurité est autant en train de regarder l'état de santé du performeur que celui du photographe qui devient à son tour, à ce moment-là, performeur. En tout cas, il doit être considéré comme tel et surveillé au même titre. C'est pas parce qu'il est derrière un appareil photo qu'il a moins de risques d'incident. En DNF, où se situe le binôme par rapport au performeur? Exactement comme en dynamique, avec Palm. Le binôme, l'apnéiste de sécurité, est en contact direct, à la plus faible distance possible du performeur. Il doit pouvoir intervenir très rapidement. Il doit être très proche, mais pour autant, il ne doit pas gêner le performeur dans son évolution. On imagine aisément qu'un coup de palme n'aide pas le performeur à performer. Donc le binôme va être très légèrement en retrait et décalé par rapport à l'axe de la nage. Et là, vous le voyez assez clairement, là le performeur est en train de suivre la ligne du fond, quand le binôme est à la surface en train de suivre les bouchons de la ligne d'eau. Vous le voyez aussi sur la deuxième photo qu'il est possible d'avoir plusieurs apnéistes de sécurité par ligne, et dans ce cas-là, à peu près au milieu de la ligne, il va y avoir un passage de relais entre les 2 apnéistes de sécurité. Ce fameux apnéiste de sécurité, il lui faudra un matériel. Quel est le matériel spécifique? C'est exactement pareil qu'en dynamique. L'apnéiste de sécurité est muni d'un masque pour pouvoir surveiller le performeur, d'un tuba qui lui permet de nager en se ventilant et de pouvoir partir en intervention dès qu'il en a besoin. Il va être en flottabilité positive. Il faut qu'il puisse remonter l'apnéiste, le performeur, en cas de problème. Donc son propre lest viendrait le gêner s'il en était équipé. Et il sera équipé de palmes. Oui, l'apnéiste, en train de faire sa performance, lui, n'a pas de palme, mais pour autant, pour l'aider à réagir rapidement et de manière efficace, l'apnéiste de sécurité devra être muni de palmes. Quel accessoire emportera-t-il pour aider le performeur? À l'identique de l'apnée dynamique, l'apnéiste de sécurité va être muni d'un point d'appui. Le performeur, lorsqu'il aura fini sa performance, va remonter, devra ventiler. On lui offre ce point d'appui pour qu'il puisse ventiler en toute sécurité, sans ventiler d'eau. Tout simplement, une double planche avec un scotch entre les deux vont former un flotteur stable, efficace, sur lequel le performeur pourra prendre appui. Enfin, et surtout, en fin de performance, en fin d'apnée, le performeur va devoir faire un protocole de sécurité. Je vous l'ai remis, ce protocole de sécurité, sous une forme un petit peu différente. Je vous ai mis une échelle de temps. Entre 0 et 15 secondes, le performeur doit avoir accompli son protocole, à savoir remonter, évidemment, inspirer, enlever son masque, ses lunettes, son pince-nez, faire le signe OK, et avoir une phrase, dire, prononcer distinctement « OK, je vais bien », pour les compétitions en France, ou à l'international « I'm OK », c'est le protocole international. À l'issue de ces 15 secondes, évidemment, pendant ce temps, l'apnéiste de sécu vérifie que tout va bien, mais à l'issue des 15 secondes, il ne faut pas penser que son rôle est terminé. Jusqu'à peu près 40 secondes, voire davantage sur demande du juge,
mais on va dire dans les 40 secondes qui suivent l'immersion et la reprise ventilatoire de l'apnéiste, il va falloir conserver et maintenir la surveillance parce que jusqu'à 40 secondes après la reprise ventilatoire, il pourrait y avoir apparition d'une PCM ou d'une syncope. Donc on va avoir une attention soutenue. Au bout des 40 secondes ou sur signe des juges, ce sera la fin de la performance, donc la validation du protocole définitif. Et à ce moment-là, la surveillance pourra se relâcher. Sauf évidemment si vous suspectez, malgré tout, une conduite et un comportement à risque. Voilà pour la sécurité, voilà pour le rôle de l'apnéiste de sécurité. On va maintenant légèrement bifurquer et on va venir à un point de physiologie et de physique, à savoir parler un peu plus de l'air et un petit peu de l'oreille. On verra pourquoi. L'air, qu'est-ce que l'air? C'est quoi? C'est un fluide gazeux qui forme l'atmosphère de la Terre. Ce fluide gazeux est à disposition pour tous les êtres, j'ai mis des guillemets, respirants, et vous comprenez que pour moi la respiration se passe au niveau de la cellule, j'aime pas trop le terme. Mais bon, l'air est un fluide gazeux disponible pour tous les êtres vivants, respirant hors de l'eau, à la surface de la Terre. Ok, l'air est essentiel. C'est un fluide gazeux, il est composé de différents gaz, on va le voir tout à l'heure, mais il est très léger. 1 mètre cube, à peu près 1 kg. À peu près. Parce que si l'air est froid, il est plus lourd. Si l'air est chaud, il est plus léger. Il se dilate. Ce qui permet d'ailleurs, l'air chaud monte, il est plus léger que l'air froid. Et si on met une montgolfière qui emprisonne cet air chaud, la montgolfière va monter avec l'air chaud. Ce qui permet aux aérostats de voler. Lorsque nous inspirons et que nous expirons, à chaque inspiration, expiration, et c'est valable pour les hommes, c'est valable pour tous les autres animaux également, c'est de l'air que nous échangeons. Ce n'est pas seulement de l'oxygène, c'est vraiment de l'air. Et vous allez comprendre, dans 2 séances normalement, à quel point cette notion est fondamentale. On ne respire pas que de l'oxygène. On respire de l'oxygène, mais également d'autres gaz. Et quel gaz? Pensez qu'il y a beaucoup d'oxygène dans l'air, c'est une erreur. En fait, l'air est surtout composé d'azote, 78%. De l'oxygène, à peu près à hauteur de 20-21%. Et d'autres gaz. D'autres gaz, vous les connaissez, hein. Il peut y avoir des gaz d'échappement, il peut y avoir du CO2, il peut y avoir du néon, du fréon, je ne souhaite pas à tout le monde, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a des gaz rares, il y a des gaz un peu moins rares, mais voilà. On va dire, en gros, 80% d'azote, 20% d'oxygène, si vous retenez ça, c'est déjà pas mal. Évidemment, c'est l'oxygène qui va intéresser le corps, parce que c'est lui qui sera utilisé lors de la respiration cellulaire. Mais pour autant, lorsqu'on respire, voilà, on respire aussi bien de l'azote que de l'oxygène. Alors, si on respire de l'air, et là vous le comprenez aisément, si je remplis mes poumons d'air, j'aurai 21% d'oxygène et 78% d'azote. Si je veux faire une apnée très très longue, c'est le choix de certains apnéistes, mais ce n'est pas valable pour les records, on peut choisir de ne respirer que de l'oxygène. Dans ce cas-là, 100% d'oxygène dans les poumons, vous allez tenir beaucoup plus longtemps en apnée. Les organes du corps qui contiennent de l'air, c'est assez simple à comprendre. Les poumons, évidemment. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans les poumons. Lorsqu'on expire, l'air sort des poumons. Donc, les organes du corps les plus importants, les plus essentiels, ce sont les poumons. D'ailleurs, à noter que poumon comme pneumatique, comme pneumologie, comme pneumopathie, c'est du grec, et ça signifie le souffle. Comme quoi, même les Grecs l'avaient bien compris. Donc, les poumons vont contenir de l'air, la trachée va contenir de l'air, les fosses nasales, la bouche, va également contenir de l'air. Oui, on a de l'air dans la tête. Évidemment, cet air ne sert pas dans les échanges gazeux avec le sang. Tous les échanges gazeux se passent dans les poumons. Donc, voilà pour les organes du corps qui contiennent de l'air. C'est assez simple à vérifier. Lorsqu'on se met en apnée, qu'on prend une bonne inspiration, on voit que c'est surtout la cage thoracique, donc les poumons, qui font flotter le corps. Si je dois lester, je vais lester de chaque côté des poumons pour pouvoir équilibrer l'apnéiste. Il faut avoir un lest de ceinture, un lest de cou. Ça permet d'avoir un apnéiste qui soit horizontal dans l'eau. Donc c'est bien les poumons qu'on va avoir tendance à vouloir équilibrer pour pouvoir nager entre deux eaux.
L'air est un gaz, une somme de gaz, qui est compressible. Si on prend un volume d'air, phase 1, qu'on met une pression, un poids sur un piston, sur cet air, eh ben on va s'apercevoir que la même quantité d'air va pouvoir occuper un volume plus petit, et plus on augmente cette pression, et plus ce volume d'air va diminuer. L'air est également un fluide qui est élastique. Si on retire la pression, si on retire le poids qu'on a appliqué sur le piston, on va voir que l'air va se détendre et reprendre son volume initial. L'eau, par contre, elle, n'est pas compressible. On prend un volume d'eau, exactement pareil que tout à l'heure, on met un piston, on met une masse surface de l'eau, on verra que non, c'est pas possible. L'eau ne va pas se compresser, ou très faiblement, en tout cas de manière bien infime par rapport à l'air. On va donc considérer que l'eau n'est pas compressible. L'eau est également beaucoup plus lourde que l'air. Vous vous rappelez tout à l'heure, pour à peu près une masse d'1 kilo, il faut 1 mètre cube d'air. Pour une masse d'1 kilo, il faut 1 kilo d'eau, 1 litre. 1 décimètre cube. Et on comprend une notion qui est tout à fait simple. Plus on descend dans l'eau, et plus le poids de l'eau qui est au-dessus de nous est grand. L'eau n'est pas compressible, donc plus je descends, plus la colonne d'eau pèse. Donc plus on descend, et plus la pression est grande. Et ça va avoir un effet très important, parce que les poumons sont remplis d'air. Si le volume des poumons à la surface est constant, à la descente, étant donné qu'il est rempli d'air et que la pression augmente, ce volume va diminuer. Puis à la remontée, l'air étant élastique, les poumons vont suivre le volume de l'air et donc vont se regonfler. Donc plus on descend, plus les poumons rétrécissent, diminuent de volume. À la montée, plus ils vont reprendre du volume. Un autre, pas organe, un organe mécanique à la limite, un autre volume rempli d'air, c'est le masque. À la surface, son volume est constant, évidemment. Mais lorsqu'on va descendre, le volume du masque va diminuer, vu que l'air va prendre moins de place. À la remontée, ce volume va s'agrandir. L'air qui est contenu dans la tête, de la même manière, dans la bouche, dans les fosses nasales, à la surface, cet air est constant. À la descente, le volume d'air va diminuer. À la remontée, ce volume d'air va augmenter. Et enfin, les gaz dans les intestins, ce sera exactement pareil. La quantité de gaz dans les intestins va dépendre de la digestion, mais à la descente, ce volume de gaz va diminuer. Et à la remontée, ce volume de gaz va augmenter. Un cas particulier, c'est le cas de l'oreille. Et nous voilà à la physiologie de l'oreille. L'oreille, on va faire très simple. On va considérer l'extérieur de l'oreille et l'intérieur de l'oreille. À l'extérieur de l'oreille, c'est la pression du milieu extérieur. Si vous êtes à l'air, c'est la pression de l'air. À l'intérieur de l'oreille, par contre, c'est la pression, pareil, de l'extérieur, au moment où on respire, évidemment. Mais au moment où on va mettre la tête dans l'eau, le volume d'air à l'intérieur de l'oreille va diminuer. La pression extérieure va augmenter. Et en fait, le tympan, qui est une membrane étanche, va avoir tendance à rentrer dans la tête. Donc, si la pression exercée sur le tympan est trop forte, si on est descendu trop profond, on va ressentir une gêne, puis une douleur dans l'oreille. Et on le ressent très vite. La gêne, on la ressent dès qu'on va dans un bassin de 2 mètres. Donc, si vous allez dans un grand bassin, vous allez au fond, à 1,80 m, 2 mètres, vous allez sentir une gêne, ou en tout cas, vous allez sentir que l'eau appuie dans l'oreille sur les tympans. Et cette notion nous amène à la notion de barotraumatisme. Barotraumatisme, encore une fois, on va décortiquer, c'est un incident, et comme on l'a vu, les incidents, on va les expliquer, il va falloir savoir le réexpliquer de la même manière. On va toujours décortiquer les incidents en cause de l'incident, symptômes, les symptômes visibles de l'incident, la prévention, comment on évite cet incident, et la conduite à tenir. L'incident a lieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce soir, donc, incident, les barotraumatismes. Alors, les barotraumatismes, on voit qu'on a bien la notion de traumatisme, donc un incident. Baro lié à la pression. Baro signifie la pression. Donc, ce sont des incidents biomécaniques qui seront liés à la présence de gaz dans l'organisme. Et
à l'effet de la pression sur ces gaz? Assez simplement, on va revoir ce qu'on a dit tout à l'heure. À la descente, on a dit la pression augmente. Le volume d'air dans la tête va diminuer. Dans le cas de l'oreille, la pression va appuyer de plus en plus fort sur le tympan. On va ressentir d'abord une gêne dans l'oreille. Si rien n'est fait, au-delà de la gêne, on va ressentir une douleur. Si rien n'est fait, on risque une déchirure du tympan. À la remontée, la pression diminue. Donc, le volume d'air de la tête va augmenter et la pression externe qui appuie sur le tympan va être de moins en moins forte. On va avoir une disparition de la gêne. Donc, la première mesure, c'est simple à comprendre, suite à cette cause, c'est si jamais je sens que ça tire dans l'oreille, je remonte et j'aurai la fin de cette sensation. Barotraumatisme des yeux. Tiens, on peut avoir des pépins avec les yeux. C'est pas lié aux yeux, c'est lié au masque. On l'a vu tout à l'heure. Quand je descends, le volume d'air contenu dans le masque diminue. Si le volume d'air diminue dans le masque, on aura l'impression que les yeux sortent. On aura une impression de ventouse sur le masque. Ben oui, le masque en fait appuie sur la jupe rebondit. Et donc on va avoir les yeux qui vont être tirés vers l'extérieur. À la remontée, de la même manière que tout à l'heure, cette gêne va diminuer puis totalement disparaître. Enfin, des coliques. À la descente, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez mangé un bon cassoulet, un bon plat bien riche en féculents qui donne des flatulences, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez descendre, tout va bien, mais au fur et à mesure de votre descente, les gaz vont continuer à s'accumuler dans l'organisme. La digestion va continuer à produire son œuvre. En fait, vous n'allez pas le ressentir parce que la pression va appuyer sur les gaz, ils vont être en toute petite quantité. Mais à la remontée, ces gaz vont s'étirer. Et si la digestion continuait, les gaz vont s'étirer de plus en plus fort et vont pouvoir étirer les parois des intestins. Et donc, vous pouvez potentiellement avoir l'apparition de coliques, les coliques du scaphandrier. Les symptômes de ces incidents, c'est assez simple à comprendre. Au niveau des oreilles, il y a eu un effet de la pression sur les oreilles. Le binôme va pouvoir voir que le performeur, à la remontée, tiens, il se récure les oreilles. Ça le gratte. C'est surprenant, tiens. Le performeur est pâle, il se plaint peut-être. Et puis, peut-être, il y a un saignement de l'oreille. Tout ça, ça vous incite à penser qu'il y a eu un pépin, un barotraumatisme des oreilles. Soit les tympans sont distendus, soit les tympans, pourquoi pas, auront pu casser, claquer. Au niveau des yeux, là par contre, et vous allez le voir tout à l'heure, j'ai une belle photo, vous ne pouvez pas vous tromper. Un barotraumatisme des yeux, c'est assez impressionnant. L'apnéiste a plongé, il remonte, il a l'œil injecté de sang. Ou il saigne du nez. Ou il a un cocard. Mais là, vous savez qu'il a un barotraumatisme lié au masque, tout simplement. Enfin, au niveau des symptômes visibles par le binôme de colique du scaphandrier, malheureusement, les symptômes ne sont pas visibles. Par contre, ils peuvent être olfactifs. Colique, il n'y a qu'une seule issue, je ne fais pas de dessin, mais vous ne pourrez pas la percevoir autrement que par son odeur. Au niveau des signes ressentis par l'apnéiste, au niveau des oreilles, s'il a un barotraumatisme ou s'il est en train de se faire un barotraumatisme, l'apnéiste va ressentir une gêne à une ou deux oreilles. D'abord une gêne, puis une douleur faible, puis intense. Peut-être des bourdonnements, peut-être une baisse de l'audition à la remontée. Au niveau des yeux, bien souvent l'apnéiste ne va pas ressentir. Ce sera vraiment un signe visible par l'extérieur. Donc ce sera souvent le binôme qui va signaler à l'apnéiste qu'il a fait un barotraumatisme lié au masque. Parfois, un saignement de nez. Si on a le nez fragile, ça peut arriver. Enfin, au niveau des coliques ressentis par l'apnéiste, bien souvent, ce sera des mal de ventre, et ça peut être des mal de ventre assez intenses, ou des flatulences. Prévention de l'incident, et là, ça va énormément nous intéresser. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir connaître. Les barotraumatismes peuvent se prévenir, et vont pouvoir se prévenir très efficacement. Il faut connaître les manœuvres dont je vais vous parler, mais encore mieux que de les connaître, il va falloir savoir les réaliser. Et là, vous pouvez faire confiance à votre staff, à votre encadrement. C'est bien parmi les gestes qu'il va vous enseigner dès que vous allez approcher d'eau un peu plus profonde. Au niveau des oreilles, il va falloir effectuer une manœuvre de compensation.
Une manœuvre de compensation, c'est quoi? Mais c'est simplement, c'est très simplement, expirer par le nez tout en l'obturant. Vous êtes sous l'eau, vous n'allez pas souffler par la bouche, vous allez vous pincer le nez et vous allez essayer d'expirer par le nez. Ça va vous permettre de réaliser soit la manœuvre de Frenzel, soit la manœuvre de Valsalva. Si vous ne savez pas différencier les deux manœuvres, c'est pas très grave tant que la manœuvre est efficace. Par contre, il va falloir que vous sentiez l'effet sur les oreilles. C'est assez simple. Vous pouvez le réaliser à votre bureau, vous pouvez le réaliser à l'air. Lorsque vous pincez le nez et que vous soufflez par le nez, tout en obturant, pinçant ce nez, vous allez sentir un léger clic dans les tympans, ou voire vous allez gagner en audition. Vous saurez que vous avez rétabli l'équilibre de l'air dans vos tympans. La troisième manœuvre qui existe, en plus de Frenzel et de Valsalva, c'est la BTV, la béance tubaire volontaire. Alors là, c'est réussir à bâiller, abaisser le voile du palais, et vous allez ressentir ce même déclic et l'équilibrage. Cette manœuvre-là, la BTV, béance tubaire volontaire, n'est pas donnée à tout le monde. Elle peut s'acquérir avec de l'exercice, mais encore une fois, on n'est pas tous égaux. Certains vont y arriver, d'autres n'y arriveront pas. La dernière manœuvre que je vous ai illustrée, enfin pas illustrée, mais en tout cas pour lesquelles je vous ai donné le nom, la BTI, la béance tubaire involontaire. Alors là, son nom l'indique, il y a des gens qui savent équilibrer les oreilles sans s'en apercevoir, c'est involontaire. Tant mieux pour eux. On va voir beaucoup plus tard, plus au niveau apnéiste confirmé, que ça peut être un handicap. On le verra plus tard, si vous êtes encore là avec nous. Au niveau des yeux, comment éviter un barotraumatisme des yeux? Ben ça, c'est simple, il suffit d'équilibrer le masque. Le masque, on le verra tout à l'heure dans la partie matérielle, est un outil dans lequel on peut injecter de l'air en soufflant par le nez. Ben, au fur et à mesure qu'on descend, on va alimenter le masque en air, équilibrer la pression du masque avec la pression de l'eau, et de cette manière, on va totalement éviter tous les incidents barotraumatiques liés aux yeux. Enfin, comment prévenir et éviter les coliques? En adaptant son alimentation, tout simplement. On ne va pas manger un cassoulet avant de pratiquer l'apnée. On va plutôt privilégier des repas légers, des plats adaptés à l'apnée, tout simplement. Conduite à tenir en cas d'incident, c'est très facile. Réagir, alerter, sécuriser. Encore une fois, réagir si à l'un des symptômes, votre binôme manifeste un état de danger, il faut aller vers lui, le rassurer, communiquer, le mettre dans du confort, arrêter l'apnée, le sécher, le recouvrir d'une couverture, de vêtements secs, lui proposer à boire, peut-être un remontant, non pas d'alcool, une banane, quelque chose qui va lui permettre de se sentir bien. Alerter. Alerter, si vous êtes en groupe encadré, alerter l'encadrement, tout simplement, il y a un pépin. Après, évidemment, ça dépend de l'incident. Si l'incident n'est pas grave, oui, prévenez le moniteur. Si par contre vous êtes en autonomie et que l'incident manifestement est plus grave, appelez les secours, tout simplement. Le 15, le 18, le 15-15 en mer. On va également penser à avertir les proches, parce que les symptômes liés à des barotraumatismes peuvent évoluer dans le temps, notamment en ce qui concerne l'oreille. Et il va falloir être attentif. Si on soupçonne quelque chose de grave, il va bien falloir à un moment passer chez un médecin. Enfin, sécuriser, tout simplement. Si le performeur est choqué, évidemment, il ne sera pas en mesure de s'occuper de ses affaires, donc il faudra l'aider sur ce point-là. Si d'autres apnéistes sont encore dans l'eau, les rassurer, tout simplement. Leur copain, il s'est fait mal, d'accord. On va les rassurer de manière à ce qu'il n'y ait pas de surincident. Enfin, si l'état de la victime nécessite soit des soins immédiats, soit de l'emmener, fin de la session pour tout le monde, et puis on rembarque le matériel et on s'occupe de la personne qui va un peu moins bien. Donc pour résumer, et là vous voyez une magnifique photo d'un plaquage de masque, hein, le barotraumatisme de l'œil, vous voyez bien les yeux injectés de sang et vous voyez bien également les cocards. Si on résume l'incident, ce sont des incidents d'ailleurs, les barotraumatismes. La cause elle est relativement simple à comprendre, une compensation non faite, un équilibrage non réalisé ou mal réalisé. Les symptômes ressentis par l'apnéiste, douleur dans les yeux, douleur dans l'oreille, les flatulences, de la gêne, des symptômes observables par l'entourage. Au niveau des yeux, là vous le voyez bien, du sang, les yeux sont injectés de sang, des cocards autour des yeux. Au niveau de l'oreille, des saignements, c'est très visible, ou quelqu'un qui essaie désespérément de se gratter le conduit auditif. En ce qui est de la prévention, équilibrer le masque, compenser les oreilles, adopter une des trois manœuvres, Valsalva, Frenzel ou BTV.
Savoir s'arrêter si on a mal, ne pas chercher absolument à descendre et à passer outre la douleur, ça ne sert à rien. Plus simple des choses pour éviter l'incident, si on sent qu'on ne passe pas au niveau de l'oreille, c'est de remonter. Manger léger pour éviter les flatulences, évidemment. Conduite à tenir, enfin, arrêter la session, réconforter, hydrater, couvrir, surveiller l'évolution des symptômes et alerter l'entourage, alerter les secours. Voilà pour les incidents, et vous l'avez compris, ce qui est super important pour pouvoir compenser en apnée, c'est le masque. Et ça nous amène à la dernière partie, au 6e point, le zoom sur les masques. Alors, l'anatomie du masque, voici un des premiers masques mis au point par la société Beuchat à l'époque, qui s'appelle le supercompensateur, qui permettait de voir grâce à une vitre, qui permettait de compenser grâce à un nez compensateur. La jonction entre la partie rigide, la vitre, et la partie souple, le caoutchouc, se faisait par un cerclage. Aujourd'hui, il a évolué, il n'est plus forcément en métal, il peut être en plastique. La jupe permet d'épouser le contour du visage. Enfin, la boucle de réglage et la sangle permettent d'adapter la taille et l'adhérence du masque au visage, en fonction de l'anatomie de la tête. Des masques, il y en a plusieurs types. Il y a des grands volumes, des petits volumes. Les masques grand volume vont souvent être très confortables, vont permettre d'avoir une visibilité et un champ très grand, donc vont être vraiment très très pratiques pour observer les choses sous l'eau. Par contre, leur nom l'indique, ce sont des grands volumes, il y a un grand volume d'air à l'intérieur, et ils vont avoir une compensation en apnée qui va être limitée, donc ça va surtout être des masques qu'on va réserver à la plongée. Les masques petit volume vont être très faciles à compenser, et plus le volume sera petit, et plus il va être facile à compenser. Par contre, forcément, on va perdre en luminosité, et on va un petit peu perdre en confort. Vous avez vu comment tester si un masque est à la taille. Je peux venir très rapidement. Pour tester si un masque est à sa taille, on l'applique sur le visage sans mettre la sangle. On fait une petite inspiration, et si le masque tient tout seul, c'est que la jupe est à la taille, que le masque est à la taille du visage, tout simplement. Des masques, il y en a différents types, je l'ai dit tout à l'heure, un des types qui est apparu il n'y a pas très longtemps, c'est Decathlon qui a introduit ce masque-là. C'est un masque de snorkeling. Alors, ce masque-là permet d'avoir un masque et un tuba incorporé. Un snorkel, je vous le rappelle, snorkel, c'est le tuba. Faire du snorkeling, c'est faire de la randonnée palmée avec un masque et un tuba, et là, tout est intégré. Attention, ce masque-là ne peut être utilisé qu'en surface. Alors par contre, il est très pratique sur des personnes qui auraient une appréhension de l'eau. Ça leur permet, étant donné qu'ils ont la bouche et le nez, qu'ils peuvent respirer, ça leur permet d'être beaucoup plus à l'aise et de dépasser la première appréhension du milieu marin. Les masques grand volume, on l'a dit, ils sont généralement très confortables. Ils peuvent être ajustés à la vue par l'ajout de verre correctif qu'on vient coller à l'intérieur du masque. Ce seront des masques qui vont être très très lumineux, souvent, avec un champ de vision, je l'ai dit tout à l'heure, très très élargi, qui vont permettre de voir très correctement dans toutes les directions. Par contre, encore une fois, ils ne vont pas être très utilisés en apnée parce qu'on aura du mal à compenser ce type de masque. Alors, une petite note très rapide, il existe des masques de chasse, ou d'apnée, ou de plongée, avec des verres traités anti-reflet. C'est des masques qui sont super confortables, qui vont permettre de bien mieux voir sous l'eau. En tout cas, va être moins lumineux, donc on va perdre plus vite les couleurs, mais ils vont permettre de voir beaucoup mieux les contrastes. Donc pour des chasseurs, ils vont permettre de voir beaucoup plus facilement les poissons et les détails du fond. En plus, ils vont masquer notre regard. Donc la faune subaquatique va moins se méfier et on va pouvoir l'approcher plus facilement. Par contre, pour les binômes en surface, ils vont avoir un inconvénient majeur, c'est qu'on ne va pas voir le regard du performeur. Donc, ça nous permettra de juger trop difficilement son état de santé, on va les éviter en apnée. Alors par contre, effectivement, ils ont un énorme avantage dans le sud notamment, c'est qu'ils ont un petit peu un effet lunettes de soleil qui est super agréable en surface. Donc malheureusement, on ne peut pas s'en servir, et malheureusement, on va éviter de s'en servir. Ceci dit, ça reste du matériel qui est super confortable, il faut le savoir. Donc vous l'avez compris, en apnée, on va utiliser des masques à faible volume, plus petit volume possible. Il devra être à la taille de l'utilisateur, donc on ne va pas le choisir sur catalogue, on va vraiment vouloir l'essayer. On va le choisir dans une matière
silicone ou caoutchouc, en tout cas une matière que l'utilisateur tolère, bah oui, il peut y avoir des intolérances, notamment le caoutchouc, qui vont provoquer des allergies sur certaines peaux. On va le choisir pour qu'il nous permette une compensation facile, donc on va vraiment essayer, on va essayer de compenser en mettant les doigts autour du nez en caoutchouc ou en silicone. Et puis, bah, pourquoi pas avoir un look agréable, hein. Il en existe de formes, de couleurs variées, différentes. On pourra ou non poser des verres correcteurs dedans. Il va y avoir des qualités différentes, il va y avoir des masques hyper légers. Il faut vraiment trouver masque à son visage pour pas dire chaussure à son pied. Alors attention, le masque est un élément qui peut être fragile. Si vous partez en séjour, pensez à avoir un masque de secours parce que ça pourrait vous sauver le séjour. Voilà pour ce soir. Maintenant, on va ouvrir le débat. Si vous avez des questions, elles sont bienvenues.